Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir avec nous sur le plateau la directrice de cabinet de la préfecture, Madame Florence Gilbert-Bézard. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, Mayotte en ce moment traverse une période difficile en matière de consommation d'eau. On a vu la ressource est assez faible, on en manquera même des complications prochainement. Une réunion s'est tenue cet après-midi avec les maires de Mayotte. Vous nous en direz davantage sur ce qu'il en est ressorti tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Dalani Ibrahim. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors un élan de solidarité a été lancé depuis la condamnation de Salim Naouda pour diffamation contre Daniel Zaidani et Madame Nel. Vous nous direz davantage sur ce mouvement et qu'en est-il actuellement. On en parle avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 14 décembre. Et on débute cette édition avec l'intervention ce matin sur notre plateau du préfet Frédéric Vaux. En effet, fin d'année oblige, l'heure est venue de faire le bilan de ces 12 derniers mois. Fonds européens, urbanisme, reconduite à la frontière ou encore commande publique. Les sujets évoqués étaient nombreux. Des domaines clés pour le 101e département pour lesquels il reste certes encore beaucoup à faire, mais il n'empêche que de nombreux efforts ont tout de même été consentis. L'année 2017 qui sera marquée par l'élection présidentielle promet, elle, d'être mouvementée. La continuité devrait cependant primer du moins jusqu'au mois de mai prochain. Les explications dans ce sujet signées Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. L'heure du bilan avait sonné ce matin pour le préfet Frédéric Vaux. Après un peu plus de 6 mois passés à la tête de la préfecture du département, le représentant de l'État est ainsi revenu sur les domaines clés qui doivent permettre à Mayotte de se développer, avec en premier lieu les fonds européens. Les mois passent et les choses avancent et il y a plutôt de bonnes nouvelles en cette fin d'année. Yes. Nous avons atteint pour le FEDER, qui représente 148 millions d'euros, un niveau de programmation légèrement supérieur à 25%. Ce qui nous permet de conserver la dotation, parce que vous savez, il y a une règle, si on n'atteint pas 25% au bout d'un certain délai, on 25% de ces 148. De ces 148. Oui. On peut perdre des dotations. Donc oui. Là, le pari est réussi. Nous sommes également dans une bonne position sur ce qu'on appelle le FEADER, c'est-à-dire le fonds dans le domaine agricole et rural, où on est à peu près à 24%. On est en retard sur le fonds social européen, avec un peu moins de 10%. 25% des crédits ont ainsi été utilisés après 2 ans, sur une période de programmation de 6 ans. Des efforts considérables restent donc à fournir, notamment en termes de fonds social européens, même si des motifs de satisfaction sont à relever. Hôpital de Petite-Terre, assainissement, modernisation de la plateforme portuaire, nouveaux bâtiments pour le service militaire adapté. Les projets déjà financés ou en cours de financement sont nombreux. Autre domaine d'importance, l'urbanisme, avec là encore des évolutions à venir. On a la question du foncier, avec l'établissement public foncier qui est en train de se monter. D'ailleurs, le préfigurateur est arrivé il y a quelques jours dans le département. On a les opérations de rénovation urbaine qui consistent à reconstruire, reconfigurer ces quartiers et le faire dans le cadre légal. Je rappelle qu'on a 3 grosses opérations en rue, à Kaweni, à Kungu et sur Petite-Terre. On a aussi la politique du logement. Cette année, nous avons mis en chantier 280 logements sociaux. C'est une relance très vigoureuse de cette politique. Alors, il y a par ailleurs la gestion de l'existant. L'existant, c'est plusieurs milliers de bangas illégaux sur le territoire. L'enjeu, c'est pas tant la loi pour la loi, mais ce sont aussi des conditions de sécurité et de qualité de vie des gens qui sont dans ces bangas. En effet, les enjeux sont nombreux dans ce domaine. Pas plus tard qu'aujourd'hui, 2 enfants ont trouvé la mort à Pamandzi suite à un incendie dans un banga insalubre. À ce titre, le préfet de Mayotte et le procureur de la République ont procédé à la signature d'un protocole de coopération portant sur le traitement des infractions pénales dans le domaine de l'urbanisme. L'occasion de définir les rôles de chacun en prévision de procédures pouvant aller jusqu'à la destruction d'habitations illégales, à l'instar de ce qui s'est passé à Tanafou en juin dernier. Tanafou, nous étions dans la situation où nous avions une décision de justice
et un huissier qui avait saisi l'autorité publique pour avoir un concours de la force publique, Oui. Ce que nous avons mis en place. Malheureusement, nous n'avons pas toujours des situations où les choses ont été faites avec méthode et on n'est pas toujours en capacité de déclencher de telles opérations. L'objectif du protocole qui a été signé, c'est justement pouvoir bâtir des dossiers qui soient solides pour nous permettre d'agir, alors pas forcément dans les grandes proportions comme à Tanafou, mais aussi de pouvoir le faire lorsque c'est nécessaire de manière plus ciblée. Problème, si 270 logements sociaux ont été financés cette année, les manques restent nombreux en la matière. Dans ces conditions, les 3 futurs axes de travail définis par la préfecture pour l'année 2017 sont la lutte contre l'insécurité, l'immigration clandestine, mais aussi et surtout la relance de la commande publique, afin notamment de créer de nouveaux logements. 1. Sécurité, prévention de la délinquance, Oui. parce que c'est indispensable. 2. Lutte contre l'immigration clandestine. Nous avons atteint 21 000 retours il y a quelques jours. Nous étions à 18 700 l'année dernière sur l'année complète, et la tendance est à 22 000 sur D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Troisième axe, c'est l'axe du développement. Nous parlions tout à l'heure des fonds européens. J'ai réuni il y a quelques jours le Haut Conseil de la commande publique. Nous avons chiffré de façon prudente la commande publique l'année prochaine à environ 170 millions d'euros. Et c'est important de maintenir cet effort parce que c'est toute l'activité économique derrière qui est entraînée par cet investissement public. 170 millions d'euros pour 2017 Pour 2017. en commande publique. Oui. 5 000 reconduites en plus en 2016, 170 millions d'euros pour la commande publique. Les chiffres sont mirobolants, mais les mots toujours aussi profonds. Le tout à quelques semaines des élections présidentielles qui risquent d'accaparer l'attention générale. Saison des pluies en retard, réserve collinaire en baisse ou encore une consommation d'eau qui augmente de 10% par an. Voilà autant de raisons qui font craindre de grosses difficultés à venir en matière d'approvisionnement en eau à Mayotte. C'est donc pour protéger cette ressource qu'un arrêté préfectoral restreignant l'usage de l'eau a été mis en place depuis le 3 décembre dernier. Une réunion a également eu lieu cet après-midi entre le comité de ressources en eau, l'association des maires de Mayotte, Météo France et la préfecture afin de prendre des mesures. Celle-ci concernerait des restrictions, des coupures d'eau, du moins jusqu'à ce que les pluies reviennent. Nous avons souhaité savoir ce qu'en pense la population, les réactions et le point sur la ressource en eau dans ce reportage signé Adèle Laurent et Assoumani Darwesh. 80% de l'alimentation du réseau est en baisse. C'est le constat alarmant qu'a fait le préfet de Mayotte ce matin dans la matinale de Kwezi. En effet, la réserve de Kombani, qui alimente le sud de l'île, serait à 20% de sa capacité. Quant à celle de Djoumounié, qui quant à elle alimente le nord de Mayotte, il ne lui resterait qu'un tiers de sa capacité en eau. Au rythme actuel de la consommation en eau, la rupture d'approvisionnement dans le sud est prévue pour début janvier. Et malgré l'arrêté préfectoral concernant la restriction de l'usage de l'eau en vigueur depuis le début du mois, la ressource en eau reste préoccupante. C'est pourquoi des coupures d'eau vont être mises en place à Mayotte. Des citoyens nous donnent leur avis sur le sujet. Ces arrêtés-là, c'est bien que normal. Normal. On fait c'est ça parce que ça va causer problème à Mayotte. Cet arrêté, vraiment, je le vois que c'est impossible parce que l'eau, c'est le plus important du monde. Parce que, par exemple, si on veut construire, on doit toujours de l'eau. Si on veut boire, il faut de l'eau. N'importe quoi qu'on fait, il faut quand même de l'eau. Je vois que c'est normal. Parce qu'il faut régler tout ce qu'il doit dans la loi. Si le préfet a pris cette décision, c'est une bonne étape pour arranger. Ces coupures d'eau devraient être mises en place par alternance, par commune et par village. Et des fontaines devraient être installées afin de ne pas couper toute ressource en eau à la population. Mais chaque année, le problème se pose. Et si rien n'est fait, celui-ci ne pourra que s'aggraver, puisque la consommation d'eau sur le territoire augmente de 10% par an. Frédéric Vaux nous explique pourquoi.
On sait que quand un territoire se développe, il consomme plus d'eau, il consomme plus d'énergie. On a plus 6% sur la consommation d'électricité, par exemple. Je pense aussi qu'il y a des habitudes d'utilisation de l'eau à faire évoluer ici à Mayotte. Je crois qu'on n'a pas encore complètement la culture de l'économie de l'eau qu'on peut avoir dans d'autres territoires. Et il faut entrer dans cette logique-là. Il y a probablement aussi derrière un effet démographique. Mettre une bouteille en plastique remplie d'eau dans la chasse d'eau des toilettes afin d'en diminuer la capacité, fermer les robinets pendant le nettoyage des mains, le brossage des dents ou le rasage, utiliser de la lessive biodégradable pour le lavage de vêtements en rivière, de nombreux gestes écologiques sont effectivement à adopter. Cette citoyenne qui n'a pas souhaité montrer son visage nous en dit plus. Urusuosa azia usuosa shitu dagonao lazima urengeshia utie maji bosbulie tio mba usurumia maji ne wahita baba maji asishuka usurumia ne deja slatia mengi. Les pluies de mousson devraient s'installer durant les 6 derniers jours de janvier et les premiers jours de février, ce qui contribuera à faire remonter le niveau des retenues collinaires. En attendant, il est important que chacun, à son niveau, économise la ressource fragile qu'est l'eau afin d'éviter un nouvel épisode de sécheresse. Alors, je me tourne maintenant vers notre invitée, la directrice de cabinet de la préfecture, Madame Florence Gilbert-Bézard. On l'a vu dans le reportage, la situation est inquiétante, préoccupante à Mayotte en matière de ressources en eau. Et justement, une réunion s'est tenue cet après-midi avec les maires, notamment les maires de Mayotte. Qu'en est-il ressorti ? Alors effectivement, comme vous le dites, la situation est difficile et donc la réunion de cet après-midi, c'était faire le point avec les maires et leur présenter des solutions qui sont effectivement pas très faciles non plus à mettre en place parce qu'on est conscient que derrière, c'est la population et les collectivités qui vont devoir aussi gérer avec nous cette difficulté, ce manque d'eau. Donc ce qui a été décidé cet après-midi, après la présentation qui ressemble à celle que vous avez fait aussi, et parce que l'eau est un bien précieux, comme le disait un des interviewés là tout de suite. Ce qui a été décidé, donc, c'est effectivement de mettre en place des tours d'eau. Donc ces tours d'eau, c'est-à-dire une commune, donc il y a 8 communes, les 8 communes du Sud qui vont être impactées par ces tours d'eau. Ça représente 40 villages et donc on va commencer dès vendredi. Donc le préfet souhaitait, avant qu'on mette en place ces tours d'eau, de garantir qu'il y aurait bien, comme vous l'avez dit, des fontaines à eau. Donc il y aura 33 fontaines qui vont être installées également aux endroits les plus stratégiques dans ces communes pour permettre à la population, même pendant les coupures, de pouvoir bénéficier d'eau potable. Alors justement, donc ces coupures, est-ce qu'elles ont déjà été déterminées ou alors ça va venir ? Non, elles sont déterminées. On avait préparé le travail parce qu'il y a urgence. Comme vous l'avez dit, il y a vraiment urgence. Donc les coupures vont... vous allez sur une période de 48 heures, donc il y aura 22 heures de coupure et donc par alternance. Donc 4 communes qui seront coupées, 4 communes qui auront de l'eau et le lendemain, ça sera l'inverse. Alors on parle d'un arrêté préfectoral, sera-t-il décliné en arrêté municipal ? Alors l'arrêté préfectoral, si vous voulez, c'était un arrêté pour restreindre l'usage de l'eau. Et donc il était en place depuis la fin du mois de novembre avec l'idée d'économiser au maximum l'eau. Vous savez peut-être pas, quand on lave une voiture, c'est 500 litres d'eau. Alors que l'ARS nous a rappelé cet après-midi que pour une personne, il fallait 8 litres d'eau par jour. Alors imaginez avec le lavage d'une voiture ce qu'on pourrait déjà économiser. Donc ne pas laver sa voiture, ne pas remplir sa piscine et avoir tous ces gestes citoyens qui ont été rappelés dans votre reportage. Donc cet arrêté préfectoral, il avait été diffusé. On avait demandé aussi aux maires de faire le relais. Là, on passe évidemment à un arrêté avec des restrictions, des coupures d'eau. Donc c'est malheureusement la vitesse supérieure. Alors justement, avec des possibles sanctions pour ceux qui contreviendraient justement à... On a effectivement une police de l'eau avec, et donc si on devait, on fait déjà des contrôles, si on devait évidemment trouver quelqu'un qui n'a pas un comportement citoyen, on lui dirait évidemment. Alors justement, on sait que chaque année, c'est le même problème. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas justement envisager des mesures sur le long terme pour éviter d'être à chaque fois pris de court en fin d'année en matière d'approvisionnement en eau ? Alors je crois que le problème se
pose avec plus d'acuité l'année dernière et cette année. Alors l'année dernière, parce qu'on était déjà face à une saison sèche. En fait, ce qui nous amène là, c'est la conjugaison de phénomènes. C'est la saison des pluies qui devient tardive, et puis la consommation, comme le préfet vous l'a expliqué ce matin, qui chaque année progresse de manière importante. Donc l'année dernière, on avait une situation un peu compliquée qui s'est résolue en partie aussi parce que l'eau est arrivée et puis parce qu'on avait fait acheminer une pompe depuis la métropole, parce qu'un de nos soucis, c'est que les deux réserves d'eau ne sont pas interconnectées. Cette année, la situation est différente. C'est pour ça qu'on a pris d'autres mesures, mais croyez bien que c'est une vraie préoccupation et on a bien l'intention avec le SIAM et avec le syndicat, avec le SMAE, de travailler à essayer quand même que la situation nous permette de tenir jusqu'à l'arrivée de ces 3e retenues collinaires qui devraient être installées, je l'espère, mises en place en 2020, si tout va bien. Alors on l'a dit, c'est les 40 villages du Sud qui sont concernés. Est-ce qu'il faut craindre aussi pour les autres communes de Mayotte qu'il y ait des restrictions, qu'il y ait des mesures aussi drastiques qui soient mises en place? Alors pour le moment, donc, comme on vous l'a dit, la réserve de Dzoumogné est moins touchée. Elle fait déjà le double de celle de Combani. Alors aujourd'hui, donc, on va avancer avec ces coupures d'eau. On va voir si on arrive à économiser l'eau, je l'espère. Et puis donc on va se réunir de façon très régulière. On l'a dit avec le préfet. S'il le faut, on sera en cellule de gestion tous les jours pour regarder si nos économies, si ces mesures permettent de faire des économies. Et puis si elles ne le sont pas, eh bien il faudra peut-être effectivement réfléchir à d'autres choses, parce qu'il s'agit quand même de ne pas priver la moitié de l'île d'eau. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. En tout cas, on suivra la situation de très près, cette ressource en eau qui devient de plus en plus inquiétante, rare on va dire. Merci beaucoup Madame la directrice de cabinet de la préfecture. Et revenons à présent sur la grève entamée depuis une semaine maintenant par les salariés de Balou, un mouvement qui fait suite à un ras-le-bol général. En effet, au-delà de l'augmentation salariale, ce que les grévistes réclament, c'est aussi et surtout davantage de respect de la part de leur direction. Des grévistes qui se plaignent ainsi d'insultes à répétition, mais également de sanctions arbitraires infligées sans preuve ni fondement. Les discussions sont actuellement au point mort, la direction ayant semble-t-il quitté le territoire jusqu'en janvier. Attention, certains propos tenus dans ce reportage peuvent heurter la sensibilité de certains. Le point sur cette grève avec Assoumani, avec Pierre Bellucci, Leslie Vibdé et Abbas Alidi. Cela fait plus d'une semaine que les salariés du quincailler Balou sont en grève. Ils réclament une augmentation des salaires, le paiement des heures supplémentaires, mais aussi et surtout l'arrêt des insultes de la part de la direction, qui selon les salariés, serait monnaie courante. À chaque fois que je viens au boulot, toujours j'ai subi des insultes. Comme il ose dire à ces salariés, les caissiers-là, que vous êtes des lâches, vous êtes connasses, vous êtes incapables de faire votre boulot. Ça, c'est vraiment compliqué. Il y a certains qui disent même qu'il a osé lui dire que vous êtes mal baisé. Là, pour nous, vraiment, il y a toutes les choses, il y a des limites. La semaine passée, une réunion s'est tenue, mais en raison de propos considérés comme déplacés, les discussions n'ont pu avoir lieu. Et depuis, les choses n'ont fait qu'empirer. Ensuite tena alihiza na masendika rakana babu leo tongori lindiliao bon rakulindilia mba waje jer hadisi na wao watawa pia kabasta mtu mmoja wanawabalwa wata kabasta mtu mmoja alioban. En effet, la direction aurait quitté le territoire, laissant ainsi les salariés seuls face à leurs revendications, une situation qui place les grévistes dans le désarroi le plus total. Il nous a abandonnés quoi. Dès qu'il a vu que ces salariés sont en grève, il a osé de nous abandonner. Ça veut dire qu'ils sont lâches, ils sont incapables de faire leur boulot. Nous, les salariés, ce qui est pour nous aujourd'hui, première négociation s'est échouée. Pour nous, on va aller jusqu'au bout pour attendre deuxième négociation. Les salariés se disent prêts à aller jusqu'au bout, quitte à ne reprendre le travail qu'au retour de la direction qui serait prévu en janvier prochain. Sa solution. Ewa, varlo sisibulisha madhamana bihar mensi. Mana inti kesinza zetu bensi na madhamana. Vaona kande zahe
Savediri mbajo mbafanya kosa maana mtafanya kosa ndio atalao. Mtukasana kosa ikatala. Wawasirisizie vantajishika ya ukaitoka. Les salariés vont donc continuer leur mouvement jusqu'à nouvel ordre, même si en l'absence de direction, ce mouvement risque de prendre une tournure inédite. Et je me tourne maintenant vers notre deuxième invité, Danali Ibrahim, un citoyen qui a décidé de prêter main forte à Salim Naouda concernant sa condamnation pour diffamation. Cette condamnation qui l'oblige à payer 21 000 € à Madame Nel et à Daniel Zaidani. Je ne pense pas que ce soit M. Salim Naouda qui a été condamné. Je pense que c'est Mayotte tout entier qui a été condamné puisque Salim Naouda a parlé au nom des citoyens mahorais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous demandons la solidarité de tous les Mahorais pour dire aux Mahorais qu'il commence à avoir un ras-le-bol. À chaque fois qu'un Mahorais décide de demander ses droits, ce Mahorais se retrouve soit au tribunal, soit puni d'amende pour que ça cesse. Il est temps que les Mahorais puissent dire leur mot à dire, c'est-à-dire demander leurs droits et demander aussi à faire valoir ce dont ils méritent. Alors justement, c'est quand même une condamnation pour diffamation. Salim Naouda a proféré des propos qu'il n'aurait pas dû tenir et sans preuve, puisque la justice a décidé de le condamner. Donc quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas cautionner un certain comportement qui pourrait porter préjudice justement à Salim Naouda? Vous dites diffamation parce que c'est dit par Salim Naouda. Mais je peux vous dire qu'un certain nombre des élus, notamment qu'on connaît, qui ont été à la télé devant Maï Première et aussi bien chez vous, qui ont dit ce que Salim Naouda a dit et qui n'ont pas été punis. Tout simplement parce que Salim Naouda, aujourd'hui, devant le cause des petits salariés mahorais, donc on doit le faire taire. C'est la raison pour laquelle on émet ce mot-là, diffamation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, diffamation? Alors justement, la population a été appelée à contribuer pour justement pouvoir payer cette somme qui est de 21 000 €. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des premiers retours positifs? On a un retour positif et je dirais même beaucoup plus que positif parce que la population est consciente du fait que dans notre île, il y a quand même une injustice qui est là et qui est vacante. Je veux dire tout simplement, au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au départ, nous ne pensons pas que ce soit Salim Naouda qui a été puni. Nous pensons que c'est Mayotte qui a été puni parce que ce qu'a dit Salim Naouda a été dit dans toute l'île, aussi bien dans la Barge, à Mamoudzou, à Kangani, à Mzamboro. Donc nous, les citoyens mahorais, avons décidé que cette amende nous appartient. C'est-à-dire que nous, les Mahorais, avec l'accompagnement des femmes leaders, avons décidé de payer la totalité tout en sachant que Salim pourrait le faire, le CGT pouvait le faire, mais nous pensons que c'est nous qui avons été punis et c'est à nous, les Mahorais, de payer. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je demande à toute la population de nous donner 1 € symbolique pour qu'on puisse justement au plus vite payer ce que le tribunal a exigé à M. Naouda de payer. Alors justement, comment s'organise cette quête puisque le temps est compté depuis la semaine dernière avec 15 jours pour régler l'amende? Comment ça va se passer? Vous savez, après plusieurs réunions, on a pu définir dans chaque commune un certain nombre de personnes à qui on pourra donner l'argent. Comme dans la commune de Mamoudzou, nous avons M. Daka Frédéric et Zaki Ameres. Dans la commune de Congo, nous avons M. Mkolo Andilou. Dans la commune de Pamandi, nous avons Siti Sabili et M. Bakar Mamoudou. Dans la commune de l'Abattoir, moi-même, Dalani Ibrahim et Ibrahim Mistoa. Dans la commune de Mzamboro, vous avez Yasmine Aouni. Et dans la commune de Banraboa, vous avez Siaka Hamza. Dans la commune d'Akwa, vous avez Mamanjo. Dans la commune de Mtsangamouji, vous avez Cholai. Dans la commune de Tingoni, vous avez Itiari. Dans la commune de Chikoni, vous avez Charfia. Dans la commune de Sada, vous avez Mdere Moussa. Dans la commune de Chirongi, vous avez Atuab Mustafa. Dans la commune de Wangani, vous avez Hassani Abdou. Et dans la commune de Boni, vous avez un Rafati Madi Moussa. Et aussi, nous avons aussi une adresse mail pour tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui veulent contribuer justement à ce que nous puissions au plus vite remettre cet argent au juge pour qu'ils puissent justement donner à Mme Nel et à Daniel Zaidani leur dû, puisque aujourd'hui c'est devenu un dû. Nous avons l'adresse email qui est lechi.com cagnotte.
litchi.com cagnotte. Alors justement, on voit que c'est un réseau qui est très bien organisé. Est-ce que Salim Naouda envisage d'autres recours en justice? Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas, mais je suis sûr qu'il ne va pas lâcher parce que je pense que ce qu'a dit Salim Naouda n'est pas forcément faux. Tout simplement, pourquoi pas faux? Parce que Salim Naouda n'a fait que dire ce que le Maoré dit, tout simplement. Merci beaucoup Dalani Ibrahim. Je rappelle que vous êtes l'un des citoyens qui soutiennent Salim Naouda dans son combat. Tout à fait. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mercredi 14 décembre. En voici un petit tour d'horizon dans l'actualité en bref. Le projet de loi sur l'égalité réelle est actuellement à l'examen au Sénat. Et force est de constater qu'il réserve une réelle place à Mayotte. D'abord en ce qui concerne l'éducation, puisque la loi intègre une expérimentation de la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans dans les départements d'outre-mer à compter de la rentrée 2018. En outre, à Mayotte, un dispositif cadre d'avenir offrira la possibilité de suivre des études dans des établissements supérieurs à La Réunion ou en métropole, à condition de revenir travailler à Mayotte par la suite. Autre mesure et non des moindres, la ministre des Outre-mer a annoncé, je cite, que les grandes et moyennes surfaces seront amenées à Mayotte et en Guyane à négocier un tarif professionnel pour leur activité de gros. À défaut, celui-ci pourra être fixé par un arrêté préfectoral pris après consultation de toutes les parties concernées. En clair, ce projet de loi comprend de véritables mesures pour Mayotte, que ce soit en termes d'éducation, de social ou encore de lutte contre la vie chère. Malgré l'annonce de l'arrivée d'un nouveau manutentionnaire, Aziport dans les prochaines semaines, les dockers de la Smart restent pour l'heure stoïques. Néanmoins, le compte à rebours est lancé, et si les salariés du manutentionnaire historique ont fait part de leur détresse au PDG de la compagnie maritime CMA-CGM par le biais d'une lettre, rien ne dit qu'après le 1er janvier prochain, le contrat liant cette compagnie à la Smart sera renouvelé. En effet, la CMA-CGM risque de se tourner vers Manuport, qui récupérerait ainsi 70% du marché de la manutention à Mayotte. De quoi entraîner une pluie de licenciements du côté de la Smart, et face à cette situation, le risque de blocage des dockers se fait de plus en plus présent. Le secrétaire départemental de la CGTMA, Salim Naouda, affirme par ailleurs que la Fédération nationale CGT Port et Doc a annoncé que tous les ports de France seraient prochainement bloqués plusieurs heures en soutien aux dockers mahorais. De nombreux entrepreneurs du département attendent avec impatience l'ordonnance instaurant le travail intérimaire à Mayotte. En effet, le recours à l'intérim devrait être rendu possible à partir du 1er janvier 2017, si toutefois le nouveau gouvernement Cazeneuve valide la publication au journal officiel d'ici là. Quoi qu'il en soit, Proman, le numéro 5 français du secteur, qui compte ouvrir une agence à Mayotte, semble ne pas s'inquiéter de ce retard. Preuve s'il en est, l'agence d'intérim a lancé les inscriptions via les réseaux sociaux et publie une annonce pour l'un de ses clients à la recherche d'un ouvrier spécialisé poseur de canalisation et d'un chef d'équipe canalisateur. Une bonne nouvelle pour les entreprises, même s'il convient d'attendre l'ordonnance officielle avant de véritablement se réjouir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h Eric Mildenberger, secrétaire national Outre-mer du syndicat Alliance à la police nationale. Il sera sur le plateau. À 7h30, ce sera au tour d'Elanziz Amidou, secrétaire départemental de l'UDFO, avec qui il sera question de la grève à la mairie de Pamandzi et plus précisément concernant la demande d'indexation à hauteur de 40%. Et enfin, à 8h, la parole sera donnée à Jacques Martial Henry, et ce à propos de l'égalité réelle. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.